Bonjour, nous allons aborder une série de présentations dédiées aux infections sévères de la peau et des parties molles. Avec cette présentation-ci, nous allons donner quelques éléments généraux sur les dermohypodermites aigus et vous verrez que deux autres présentations sont dédiées aux atteintes cervico-faciales de ces affections. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Premièrement, il s'agit de bien savoir définir et distinguer les dermohypodermites nécrosantes, non nécrosantes et les fasciites, c'est un objectif de rang A. Avoir des éléments permettant de faire le diagnostic clinique de ces infections et savoir identifier l'urgence, c'est aussi un objectif de rang A. Et avoir quelques éléments de prise en charge en ce qui concerne la place des examens complémentaires, de l'antibiothérapie, de la chirurgie. Quelques notions sur la recherche de la porte d'entrée sont aussi des éléments de rang A. Cette présentation permettra aussi d'aborder quelques éléments de rang B qui concernent des éléments d'épidémiologie et quelques notions autour des facteurs de risque prédisposant à ces infections. En propos préliminaire, avant de vous présenter le plan, j'ai quelques liens d'intérêt financiers avec des laboratoires qui commercialisent des traitements anti-infectieux dans le cadre de participation à des congrès, mais sans rapport avec ce cours. J'ai aussi un lien d'intérêt qu'on peut considérer comme académique, puisque je travaille dans un centre qui pratique activement l'oxygénothérapie hyperbare sur ces infections, mais j'en dirai finalement très peu sur le sujet. Voici le plan que nous allons suivre. Dans un premier temps, nous allons définir et aborder la classification de ces infections, pour ensuite présenter quelques éléments d'épidémiologie. Ensuite, on discutera de la présentation clinique et de la manière d'identifier l'urgence de ces infections, pour ensuite discuter des examens complémentaires et enfin terminer par quelques éléments de prise en charge. Pour ce qui concerne la définition et la classification, il faut avoir en tête deux éléments. Premièrement, c'est une classification qui repose sur la profondeur de l'atteinte, on dit que c'est une classification anatomique. Et deuxièmement, c'est une classification qui prend en compte le caractère nécrosant ou non nécrosant de l'infection. Donc ici, nous n'allons pas aborder les infections superficielles qui nous concernent peu pour cette présentation, mais nous allons nous concentrer sur les infections du derme et de l'hypoderme que l'on va classer en non nécrosantes, les dermohypodermites bactériennes qui correspondent en réalité aux érysipèles, versus les dermohypodermites bactériennes dites nécrosantes. Et vous voyez que dans ces deux termes, on retrouve le terme anglais cellulite ou necrotizing cellulitis pour les infections nécrosantes. Ce qui est un terme relativement ambigu, donc dans la mesure du possible, on conseille d'éviter le terme de cellulite pour vraiment faire la part des choses entre dermohypodermite nécrosante et dermohypodermite non nécrosante. Quand l'infection va en profondeur jusqu'au fascia, on parlera de fasciite nécrosante. Quand l'infection va en profondeur jusqu'au muscle, on parle alors de myosite. Et il est courant historiquement de distinguer deux formes. La myosite clostridiale, qui correspond à la gangrène gazeuse historique, celle des champs de bataille, due à Clostridium perfringens, et les myosites non clostridiales. L'un des éléments très importants à bien comprendre dans cette classification, c'est que par définition, ces infections sont ni collectées ni purulentes. Il n'y a pas d'absédation, ce sont des infections diffuses. Il est donc tout à fait normal, notamment quand on fait de l'imagerie, de ne pas réussir à mettre en évidence de collection. Cela n'élimine pas le diagnostic, bien au contraire. C'est vraiment un élément qu'il faut bien comprendre. Nous allons, d'un point de vue physiopathologique, être confrontés à deux entités. Un premier cadre nosologique dans lequel l'infection sévère des parties molles est liée à une effraction cutanée, aboutissant à un ensemencement des tissus mous par des bactéries environnementales introduites par l'effraction cutanée, aboutissant à une réaction inflammatoire et du fait à la fois de la physiopathologie de la réponse à cette présence bactérienne, premièrement, et d'autre part du fait des toxines bactériennes, cet ensemencement bactérien de la peau et des parties molles va aboutir à une véritable coagulopathie, à une coagulation, à une obstruction des capillaires, aboutissant à une ischémie de la peau et des parties molles, favorisant ainsi la nécrose, la constitution de bulles hémorragiques et une véritable synergie entre une population bactérienne aérobie et une population bactérienne anaérobie, dont l'hypoxie tissulaire va faire le lit. En regard de ces infections liées à une effraction cutanée, on peut aussi avoir des infections de la peau et des parties molles sans effraction cutanée, par exemple lors de contusions musculaires à l'occasion d'un coup, par exemple, et chez des personnes prédisposées pour des raisons
immunitaire, notamment, à l'occasion d'une bactériémie, comme on peut tous en présenter. On va avoir une translocation bactérienne ou un passage bactérien qui vont adhérer sur ces parties molles, aboutissant à la même chose, c'est-à-dire, pour des raisons de toxines bactériennes d'une part et de nature de la réponse inflammatoire d'autre part, à une coagulopathie avec une obstruction des vaisseaux et des capillaires, aboutissant, comme précédemment lors de l'effraction cutanée, à une véritable ischémie locale, favorisant éventuellement aussi la synergie entre les infections, entre les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies. Alors, classiquement, dans la première configuration avec effraction cutanée, la porte d'entrée est connue ou facilement identifiable. L'infection progresse de la surface vers la profondeur et elle s'étend selon les plans de clivage anatomique dont on va discuter juste. En l'absence d'effraction cutanée, il peut parfois être difficile de retrouver la porte d'entrée. Et la progression se fait de la profondeur vers la surface avec, c'est ce qui est compréhensible avec le schéma, parfois des intervalles de peau saine qui vont séparer la contusion initiale. Il en est de même ici, hein, on peut avoir une effraction cutanée, une infection de profondeur qui diffuse le long des plans de clivage anatomique pour aboutir à une expression liée à l'ischémie tissulaire à distance de l'effraction cutanée. Ce qui explique pourquoi on peut avoir des intervalles de peau saine séparant des intervalles de peau malade. Alors c'est quoi ces plans de clivage anatomique? Eh bien c'est essentiellement le fascia musculaire qui va réaliser une véritable défense anatomique vis-à-vis de cette infection. Quand le fascia n'est pas malade et quand il est malade devient nécrosant, de par exemple la profondeur de l'effraction cutanée, eh bien il fera aussi le lit de la diffusion de l'infection en profondeur. Alors, quelques plans de clivage anatomique sont à connaître. Pour les membres, c'est assez simple, on les comprend facilement. Le premier plan de clivage un peu particulier, eh bien, c'est l'atteinte périnéale, où vous voyez qu'à partir d'une atteinte de la marge anale, on peut avoir une extension très importante circonférentielle autour de cette marge anale. C'est la première notion à avoir. La deuxième notion, c'est qu'en cas d'atteinte au-dessus du plan des releveurs de l'anus, on peut avoir une extension le long de différents plans de clivage anatomique du fait des différentes couches musculo-aponevrotiques que l'on rencontre au niveau du périnée, expliquant aussi des atteintes qui peuvent s'étendre sur la région périnéo-scrotale ou vulvaire chez la femme, avec des atteintes qui peuvent être prévésicales, rétrovésicales, périrectales et notamment dans les fossettes ischiorectales avec des extensions et des dissections anatomiques gazeuses liées à l'infection qui peuvent être très étendues au niveau du petit bassin. La deuxième localisation, mais je vous renvoie aux diapositives qui sont consacrées, est la localisation cervico-faciale, dont la particularité est aussi liée à la multiplicité des plans musculo-aponevrotiques, expliquant ainsi des diffusions potentielles de l'espace cervical vers l'espace thoracique dans les différentes zones médiastinales que l'on détaillera dans la présentation dédiée. D'un point de vue épidémiologique, donc connaissance de rang B, on peut distinguer les infections non nécrosantes et nécrosantes par leur fréquence, qui est globalement très rare, mais encore plus rare pour les infections nécrosantes que pour les infections non nécrosantes. En effet, vous voyez que les dermohypodermites non nécrosantes concernent plutôt des adultes de plus de 50 ans, avec 10 à 100 nouveaux cas par an en fonction des régions géographiques pour 100 000 habitants. Les facteurs de risque classiques sont l'obésité, le lymphœdème et l'insuffisance veineuse, la porte d'entrée cutanée liée à des lésions chroniques type intertrigo, ulcère veineux ou artériel, etc. Le fait d'avoir un diabète non équilibré et d'être porteur d'une immunodépression sous-jacente. La dermohypodermite non nécrosante est beaucoup plus rare, 4 à 8 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. La myosite clostridiale dont je vous ai parlé tout à l'heure est devenue très rare puisque c'était vraiment l'apanage des lésions telluriques après ensemencement liées à des plaies de guerre. Et donc l'antibiothérapie a fait un peu disparaître ces lésions-là en dehors des accidents de la voie publique ou des accidents agricoles. Les facteurs de risque sont les mêmes que pour les dermohypodermites non nécrosantes, auxquels on pourra rajouter la notion de contusion, je vous en ai parlé tout à l'heure pour les infections sans porte d'entrée, sans effraction cutanée. La notion d'effraction ou de plaie pénétrante, parfois d'ailleurs de peu d'importance, hein. Ça peut être une morsure animale par exemple, ou une piqûre avec un clou ou un végétal. Le cancer est un facteur favorisant notamment pour les localisations
périnéale et cervico-faciale, et le rôle des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme favorisant ces infections est sujet de discussion non tranché. L'autre notion en termes de distinction pour par rapport à ces deux infections, c'est le caractère plus grave et multimicrobien des dermohypodermites nécrosantes. En effet, vous voyez que les dermohypodermites non nécrosantes sont très majoritairement monomicrobiennes, tout particulièrement liées au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A ou Streptococcus pyogenes, donc le streptocoque qui est aussi responsable des angines par exemple. Plus rarement, on trouve le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus. On a quelques spécificités bactériologiques en fonction du terrain, notamment le diabète qui peut changer un petit peu la microbiologie ou la notion de toxicomanie. La gravité et le retentissement général sont assez rares. On peut cependant avoir des patients qui présentent une dermohypodermite non nécrosante et qui sont choqués, bien que ce soit, comme je vous l'ai dit, peu fréquent. Dans les dermohypodermites nécrosantes, à l'inverse, on a majoritairement une infection plurimicrobienne, dans 70 à 80% des cas, avec, comme je vous l'ai dit, une synergie possible entre une flore aérobie et une flore anaérobie. Le genre et l'espèce des bactéries incriminées sont en fonction des localisations. On va distinguer les membres, le périnée et la face, et des circonstances de survenue, en particulier les accidents agricoles, accidents de la voie publique, plaies post-opératoires, etc. Dans 20 à 30% des cas, ces infections sont malgré tout monomicrobiennes, avec des atteintes nécrosantes possibles, et les deux bactéries qui sont impliquées restent Streptococcus pyogenes et Staphylococcus aureus. On a aussi quelques spécificités bactériologiques en fonction du terrain, les mêmes que celles que je viens de vous dire pour les dermohypodermites non nécrosantes. Et l'infection est souvent nettement plus grave que les infections non nécrosantes, avec la possibilité de choc septique notamment, ou de sepsis, aboutissant à la nécessité d'une réanimation dans 50% des cas. D'un point de vue sémiologique, donc tout l'enjeu va être de pouvoir définir, identifier le caractère nécrosant de l'infection, puisque ça va avoir des conséquences thérapeutiques. Alors comment on fait cette distinction? Eh bien, classiquement, vous savez que les dermohypodermites non nécrosantes ou érésipèles se présentent comme une grosse jambe rouge aiguë, fébrile, bien limitée, avec éventuellement un bourrelet, notamment pour ce qui est de la face. Dans les dermohypodermites nécrosantes, on l'a dit tout à l'heure, il y a une extension le long des plans de clivage qui peut expliquer la survenue d'intervalles de peau saine entre des intervalles de peau malade, avec un caractère périphérique qui est mal limité, extensif, dit en carte de géographie, des lésions qui ne sont pas rouges mais plutôt liliacées, violacées, avec parfois des lésions même d'aspect nécrotique. Vous avez ici le genou d'un patient qui a été victime d'un accident agricole, sa jambe ayant été emportée dans une machine à trier les pommes de terre avec un ensemencement tellurique très important. Et vous voyez le caractère verdâtre des lésions sous-cutanées. Et si on appuie sur le genou et sur la jambe, on sent alors une crépitation neigeuse. Donc c'est l'un des autres éléments sémiologiques importants, c'est la présence de gaz détectable à l'examen clinique. Pareil ici sur cette lésion de l'abdomen qui est liée à une perforation d'une éventration ancienne. Donc on répète, le caractère nécrosant, en carte de géographie, mal limité, intervalle de peau saine séparant des intervalles de peau malade, présence de gaz sous-cutané avec la crépitation neigeuse. Il est aussi possible d'objectiver ce qu'on appelle le phénomène d'anesthésie douloureuse, c'est-à-dire que les patients d'un point de vue fonctionnel se plaignent d'une douleur très intense, mais à l'examen clinique objectif ont un véritable phénomène d'anesthésie lorsque vous les examinez, ce qui est un phénomène d'alerte très important. Les examens complémentaires. Alors, il faut bien insister sur le fait qu'aucun examen complémentaire n'est nécessaire à faire le diagnostic de dermohypodermite nécrosante, dont le diagnostic est clinique. Et c'est vraiment la clinique qui doit emporter la conviction et faire déclencher l'appel au chirurgien pour ce qui est de la sanction thérapeutique. Cette précaution étant dite, un certain nombre d'examens biologiques peuvent cependant être utiles, essentiellement pour évaluer le retentissement. Je vous renvoie alors à vos cours sur le sepsis, en insistant sur les lactates, notamment la lactatémie qui permet d'évaluer la défaillance viscérale d'un point de vue biologique. Quelques éléments d'orientation vers la fasciite, éventuellement, en particulier l'élévation des CPK. Alors ce n'est qu'un élément d'orientation qui témoigne de la souffrance musculaire en rapport avec l'inflammation du fascia, mais encore une fois, ce n'est qu'un élément d'orientation. Le cas échéant, il faudra penser à faire un bilan préopératoire et à prélever
les échantillons microbiologiques avec des hémocultures systématiques et aussi, le cas échéant, en cas d'intervention chirurgicale, réaliser des prélèvements péropératoires. L'imagerie, mais je viens de vous le dire, ne doit absolument pas retarder la chirurgie. Le diagnostic de ces infections est clinique et l'indication opératoire repose sur cet examen clinique. Cependant, l'imagerie peut avoir un intérêt pour certaines localisations afin de préciser l'extension de l'infection et guider le geste chirurgical dans son intensité et éventuellement aider à rechercher des portes d'entrée. En cas de doute clinique, la tomodensitométrie et l'IRM peuvent aider à faire le diagnostic de fasciite, mais leur interprétation est relativement difficile. Je réinsiste sur le fait que dans ces examens d'imagerie, il n'y a pas, par définition, de collection. Donc, récuser le diagnostic de dermohypodermite nécrosante par l'absence de collection, ce qu'on voit parfois dire, est une erreur. Par définition, ces infections ne sont pas collectées. Alors, quelques exemples. Vous avez ici une atteinte périnéale. Vous voyez les collections, enfin la collection présacrée, pas la collection, pardon, l'atteinte des tissus mous présacrés avec les bulles de gaz à l'intérieur de l'infection, avec la dissection gazeuse de la fossette ischio-rectale dont je vous parlais tout à l'heure, et vous voyez que la porte d'entrée est ici une prostatite, avec de multiples abcès cloisonnés dans la prostate. Très important. Deuxième exemple, permettant de déterminer la porte d'entrée sur une atteinte périnéale, vous voyez ici un rectum perforé sur sa paroi latérale gauche, avec une suffusion qui va ensemencer les espaces présacrés, aboutissant, ici sanction chirurgicale, à une nécrose de la région glutéale avec une dissection gazeuse des différents plans musculaires, clivés par le chirurgien lors de l'intervention. Et on retrouve ici la perforation rectale avec une lame qui rentre dans l'anus, qui passe par la paroi latérale du rectum pour ressortir par la fesse. Alors, quelques éléments de prise en charge thérapeutique. Pour la dermohypodermite non nécrosante, je vous renvoie à votre cours sur la grosse jambe rouge aiguë fébrile, donc à l'érésipèle, où le traitement repose sur l'antibiothérapie sans chirurgie, plus les mesures adjuvantes. Dans la dermohypodermite nécrosante, la fasciite et la myosite, ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité impérieuse de la sanction chirurgicale qui ne doit pas être retardée, quels que soient vos examens complémentaires. Cette chirurgie est facilitée, guidée éventuellement par l'imagerie, on l'a dit, mais pas conditionnée par l'imagerie. Elle pourra permettre de rechercher et de prendre en charge la porte d'entrée. L'antibiothérapie est à spectre large et couvre la flore aéro-anaérobie. Son adaptation prend en compte la localisation, périnée, tête et cou et membres, le terrain, en particulier la notion de toxicomanie, d'ensemencement tellurique en cas d'accident, de la voie publique ou agricole, etc. et la notion d'allergie. Il faudra bien penser à prévenir le tétanos en cas notamment d'ensemencement tellurique. Et en fonction des cas et des centres, il peut être discuté un certain nombre de traitements adjuvants au nombre de 2, l'oxygénothérapie hyperbare et les immunoglobulines polyvalentes, qui est affaire de spécialistes. Nous n'en parlerons donc pas plus dans cette présentation. Les messages à retenir sont donc de savoir distinguer la dermohypodermite nécrosante de non nécrosante, ce qui repose sur des critères cliniques. La définition du caractère nécrosant de l'infection, que ce soit la dermohypodermite, la fasciite ou la myosite, conditionne la chirurgie qui est une véritable urgence thérapeutique. Cette chirurgie est guidée, le cas échéant, par le bilan d'extension sur les localisations complexes, notamment périnales et cervico-faciales, et permet la prise en charge de la porte d'entrée quand cette dernière est identifiée. L'antibiothérapie, qui est aussi une urgence, est adaptée à la forme clinique et à la localisation, et secondairement adaptée sur les résultats microbiologiques, notamment péropératoires. Voilà, bon courage.